Après les élections, place à la Constitution, ou je dirais la mise en place des nouvelles institutions, dont la primature. Et Matata Mponyo se montre très favorable à la main tendue de Félix Tshisekedi pour le prochain gouvernement. Comment les acteurs politiques et sociaux de notre pays réagissent à cet appel des pieds? Nous avons sur ce plateau et Jeune Kandolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Tête bien faite, tête bien pleine, mais qui va manquer au peuple congolais au niveau du Parlement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une question difficile à répondre. Ça me rappelle encore un peu quand j'étais étudiant finissant et qu'il y avait un concours et que l'université devait envoyer 20 étudiants. L'UNIKIN devait aussi envoyer 20 étudiants et l'UCC, et que mon nom ne se retrouvait pas sur cette liste alors que nous quittions la première licence pour la deuxième licence et que nous étions la seule filière à l'université qui y avait des personnes qui passaient en première session, 11 au total, et j'en faisais partie, et que l'université n'est pas très vaste, l'IFASIC pour ne pas le citer, les étudiants se connaissaient. Logiquement, des personnes honnêtes savaient qu'on ne pouvait pas parler des top 5 des meilleurs étudiants de toute l'université sans que j'en fasse partie. Mais là, on fait une liste de 20 personnes. Et je n'étais pas sur la liste. Ce qui était difficile à affronter, c'est la question de savoir pourquoi tu n'étais pas. J'étais en plus président des étudiants sortants, j'étais passé en première session et le privilège en termes de filière, nous étions la filière qui était mieux placée pour répondre à ce concours-là. Bon, c'était carrément une injustice qui m'avait révolté, qui m'avait mis un peu dans une situation. J'ai comme l'impression que je revis la même chose. Je suis tenté de dire que c'est des choses qui arrivent avant de grands rebondissements. Et donc, ma peine n'est pas de ne pas être dans ce Parlement-là, mais beaucoup plus de voir qu'il y a comme de rêves brisés. Je ne suis pas seul. Je connais quelques personnes qui incarnent plus ou moins une aspiration d'un renouvellement de la classe politique, une valeur ajoutée, mais qui malheureusement ne se sont pas retrouvés dans ces parlements. On a comme l'impression qu'il y a eu du recyclage avec quelques accommodations de certains jeunes qui sont bien pour ceux qui les ont aidés à arriver là-bas, mais pas en fait forcément pour l'opinion, donc qui n'ont pas un parcours, qui n'ont pas un ancrage, qui ne sont pas porteurs de certains espoirs, notamment qui rencontrent la volonté, même si elle était un peu éparpillée, de ce que le jeune manifestait face au chef de l'État le 30 octobre 2022 au Palais du Peuple, quand il disait qu'il voulait voir de nouvelles figures et que le chef de l'État était dans cette logique. Donc je pense que s'il y a insatisfaction, s'il y a un tout petit peu de déception, au nombre de ceux qui sont déçus, on peut peut-être aussi compter les chefs de l'État, mais il a une opportunité de se rattraper parce qu'il a le pouvoir nominatif. Il y a plusieurs manettes qu'il peut manipuler en tant que garant de la nation par rapport à ce qu'il veut atteindre comme objectif, mais par rapport aussi à l'image qu'il veut donner de cette classe politique qui reste tout de même minée. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont revenues au Parlement, mais en fait, ce ne sont pas de nouvelles personnes, c'est des personnes qui ont été déjà dans la classe politique. Quelqu'un qui était sénateur et qui s'est fait élire député, ce n'est pas un renouvellement de la classe politique. Quelqu'un qui a fait 20 ans en train d'assumer d'autres fonctions politiques et qui s'est fait élire, ça ne veut pas dire que c'est un renouvellement de la classe politique. Donc, on ne renouvelle pas la classe politique parce qu'on est au Parlement pour la première fois. Donc, si on a déjà assumé, si on était PCA, si on était chef d'un parti politique ou quelque part, ça veut dire qu'on faisait déjà de la politique. Ce n'est pas de la nouveauté. Donc, il y a beaucoup plus du recyclage. Mais bon, après, c'est ça le système que nous avons choisi. C'est ça les conditions
conditionnements dans lesquels nous sommes, changer les choses ne vient pas par baguette magique. Alors là, vous êtes à la cour ou vous tournez carrément la page? Je ne suis pas allé à la cour. Déjà, il y a plusieurs paramètres qui ne pouvaient pas permettre qu'on y aille. Il y a une hypocrisie collective dans ce pays. La loi électorale et son applicabilité, il y a un fossé. Par exemple, il est demandé que quand tu vas à la cour pour contester les résultats, tu dois avoir des preuves. J'ai même ma main à couper de manière honnête. Aucun candidat, sauf les candidats présidents, ne peut avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Pourquoi? Parce que on a des bureaux qui ont de petites tailles, ce sont des salles. Ces bureaux-là, on inscrit au moins 600 électeurs par bureau. Et avec le taux de participation que nous avons vu qui était faible, pour nous qui étions à Lukunga par exemple, on avait environ 120 électeurs, 110, de fois juste 104 dans un bureau de vote. Alors, vous imaginez, pour 100 personnes qui vont voter, vous avez 1000 témoins? Ce n'est pas faisable. Parce qu'il y a 1000 candidats à Lukunga. Donc, vous ne pouvez pas avoir 1000 témoins. Donc, dans la pratique, ce n'est pas faisable. Et même si cela était faisable, il y a des bureaux où des chefs des bureaux prenaient des dispositions, par exemple, de faire entrer après chaque 30 minutes des témoins, des observateurs. Il faut dire que dans cette même petite salle, il y a les agents de la CENI qui peuvent être au nombre de 5 ou 6, le président du bureau, le premier assesseur, le deuxième assesseur, le troisième. Et puis, il y a des observateurs, il y a des témoins et il y a des gens qui viennent voter. Et par conséquent, l'exiguïté de cette salle ne permet pas à ce que tout le monde soit là. Et même quand on est arrivé au moment d'affichage, il y a des bureaux où vous arrivez, on a affiché par des mouvements de gens, les PV peuvent tomber, ou soit d'autres personnes, par incivisme, en arrivant, on a affiché, ils peuvent déchirer. Voilà. Il y a des bureaux où on est arrivé, on nous dit par exemple que non, revenez le matin. Il est 19h, hein, par exemple, à l'Athénée, ben, on nous a dit revenez le matin, alors que en quittant là, on est allé par exemple à l'IEC, on a accédé au truc. Donc, du coup, la loi, les suivis de la loi et la pratique sur terrain, il y a décalage. Donc, il y a décalage. Et pour entrer sur la loi, parce que je parlais de l'hypocrisie collective, la loi dit ceci: ne peuvent accréditer de témoins que de partis politiques, le regroupement politique ou les candidats indépendants. Je vous ai déjà démontré que c'était compliqué, quand on n'est pas candidat président, d'avoir des témoins partout. Mais la loi dit que seuls les candidats indépendants ont cet avantage. Mais nous nous sommes retrouvés avec des gens qui sont sur les listes de partis politiques ou des regroupements, mais qui avaient leurs propres témoins. Je pose la question, comment ils ont eu des témoins? Parce que la loi n'autorise pas à quelqu'un qui est sur une liste d'un parti politique d'avoir des témoins. Tu vois que dès le départ, les choses sont biaisées, il y a une hypocrisie collective. Tu arrives comme ça, tu as quelqu'un, même liste avec toi, vous avez attendu les badges que le regroupement va donner, et vous apprenez que le regroupement n'a eu que 40 badges. Pour autant des candidats. Pour autant des candidats. Comment vous, vous distribuez ces badges? Comment vous vous alignez de témoins? Mais vous arrivez quelque part, quelqu'un de même liste que vous arrivez à un bureau de vote. Les témoins de X. Vous arrivez à un autre bureau de vote. Les témoins de X. La même personne a eu plus de badges que votre parti politique. Et donc, dans la faisabilité, et même la Cour constitutionnelle, je crois qu'en tant que pays, on devrait trouver un système électoral qui est moins frustrant, qui est proche de la justice, qui n'a pas suffisamment d'hypocrisie. Parce que l'idée d'avoir un système, que ce soit électoral, c'est de chercher d'éviter les plus de frustrations possibles quand on sait concilier la loi et la faisabilité sur terrain. Donc, pour ces conditions-là, pour ces réalités-là, c'est difficile. Je peux avoir quoi, une centaine de PV ou 200 PV? Mais je ne peux pas. Mais dans ces cas, que font maintenant ceux qui sont à la cour présentement? Bon, ce genre de choses, c'est pour, je crois, je ne veux pas l'accuser, je crois que c'est pour ce genre de choses qu'on a eu à invalider les gens comme peut-être Singhi Pouloulou. Parce qu'on l'a vu se vantant d'avoir tous les PV, ce qui est impossible. Il avait porté des PV au cou. Il y a aussi une dame que j'ai vue contester les élections et elle a clairement dit
que c'est question de donner de l'argent et acheter le PV. Et donc, ça devient quand même dégradant en termes de l'image que l'on donne, en termes de trucs. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas l'argent d'aller acheter ce PV après, il ne peut pas le faire. Et Mais la solution, c'est qu'il faut avoir 2 PV. Et on sait que c'est compliqué que les gens aient des CV dans la totalité, parce que si tu as quelques PV, donc on te dira, on t'opposera le fait que oui, tu as eu des voix ici, mais les PV que tu n'as pas, tu ne sais pas les résultats qu'il y avait là-bas. Ça veut dire que les autres qu'on a publiés ont reçu dans les centres où tu n'as pas de PV. Je parlais de la solution pour l'avenir. Donc il faut retoucher la loi, réformer malheureusement, qui vont faire encore la loi? Ce sont des gens qui ont bénéficié d'un système injuste qui se retrouvent au Parlement. Parce que la loi que nous avons ici a été faite par qui? Par des gens qui étaient au Parlement, qui étaient là par des choses qu'on a décriées. Ça veut dire que ça devient un peu utopiste, à moins que ce soit une volonté ferme du chef de l'État qui dit « Je sais que le système est compliqué, je veux peut-être proposer ça en tant que chef de l'État, selon les marges qu'il a, sont tombés dans la dictature. » Mais sinon, si on ne compte que sur ce Parlement, ils feront toujours des lois sur base de ce qui sera leur avantage. Or, ce Parlement appartient au chef de l'État de par la majorité qu'il a obtenue des élections. Alors maintenant... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va caporaliser les gens et qu'il va devenir dictateur pour les opposer. Il a la majorité par rapport à la gouvernance qu'il veut avoir. Ça veut dire qu'il a plus de marge, des manœuvres. Aujourd'hui, il n'y aura pas des pesanteurs. Donc le Parlement sera dans le sens de l'aider à atteindre les objectifs. Et d'ailleurs, quel que soit le scénario, c'était parti que ça soit le cas, parce que quand on regarde le nombre de candidats, de partis politiques, de regroupements qui étaient de l'Union sacrée et même pas de l'Union sacrée, proche du chef de l'État, ils représentaient déjà près de 80%, plus de 80%, et l'opposition n'avait pas beaucoup de candidats. Et c'est tout à fait normal. Que ce soit ceux qui sont élus, que ce soit ceux qui ne sont pas élus, les chefs de l'État étaient partis pour avoir. Lui-même, il a fait 73%. Ça veut dire qu'il était mieux parti pour avoir une majorité. Mais maintenant, c'est la qualité de la majorité sur laquelle on peut discuter. Et voilà, donc c'est de cela qu'on est en train de parler. On attend les postes nominatifs. Oui, tout le monde attend. Tu sais, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est se faire encore une double pression. Il faut vivre comme si on n'attendait pas quelque chose, mais il faut aspirer à quelque chose. C'est très important. Parce que le chef est, comme on parle, de pouvoir discrétionnaire. Donc, dire qu'on attend, c'est comme si on veut obliger le chef de l'État à dire « Nomme-moi parce que c'est moi, Eugène, je suis beau, je suis le plus intelligent. » Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est lui qui a sa politique, c'est lui qui a sa vision, c'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Mais ça reste tout de même une aspiration de dire qu'on a besoin de donner, d'apporter une valeur ajoutée à des institutions, peut-être au cabinet du chef de l'État, peut-être en tant que membre du gouvernement, en tant que mandataire. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut répondre présent, mais pas comme figurant, répondre effectivement avec une touche particulière, avec une contribution qui peut aider l'État. Mais seulement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui attendent des nominations. Et ce qui est important, c'est que même quand on aspire à quelque chose, l'ambition dont on n'a pas de compétences est un crime. Il faudrait toujours se dire, tu aspires à quoi? Est-ce que tu aspires juste parce que tu veux te dire que c'est maintenant notre temps? Est-ce que tu aspires parce que tu veux aussi, parce qu'on a vu, hein, autant on parle de jeunes qui n'ont pas été élus ou bien de nouvelles figures, on en parle aussi, il y a d'autres qui étaient là juste par effet de mode. Il y en avait plein qui pouvaient soit se retirer pour soutenir certains d'entre eux qui étaient les meilleurs, mais qui se sont aussi lancés parce que c'était effet des modes, tout le monde voulait être dans l'arène. Donc, il faudrait qu'au-delà de l'aspiration que l'on a, on puisse se dire qu'on a effectivement quelque chose à apporter pour cette République. Mais du reste, comme je l'ai dit, on ne fait pas de forcing à un chef, celui qui a une vision. Vous avez vu déjà avec la nomination de l'informateur, il y a eu certains analystes, peut-être avec raison ou à tort, on dit que la création de PCR et des trucs, c'était des forcings, c'était une sorte de chantage au chef de l'État et tout ça. Mais dans cette configuration, alors personne n'a vu venir ça. Si on posait la question à 10 personnes, je doute fort que 9 personnes
et je vais même dire 10 sur 10, pouvaient s'imaginer que c'est Augustin Kabouya qui allait être choisi comme informateur. Et pourtant, ça a une logique, parce que il représente le parti qui a plus de députés. Mais personne n'a réfléchi dans ce sens. Toutes nos belles analyses, même moi, si je te dis que j'y avais pensé, c'est faux. Donc, on n'a pas venu. Le chef est devenu assez imprévisible, et je crois que c'est même ça aussi les attributs d'un chef. Donc, ça ne doit pas être quelqu'un que tout le monde peut facilement être, qui peut être lisible par tout le monde. On peut dire que, allez, maintenant, il va faire ça. Et il le fait exactement. Ça veut dire que même si on fait des analyses, ça reste des analyses. Et celui même qui sait qui sont des bonnes personnes pour qu'il atteigne des objectifs, qui il peut mettre directeur de cabinet, qui peut mettre conseiller spécial en matière, je ne sais pas moi, des infrastructures, conseiller spécial en matière de la jeunesse, conseiller spécial, tout en sachant que c'est une frange importante, qu'il peut mettre directeur de communication, même si dans son cabinet sortant, il y avait d'autres personnes qui pensent que ça ne vaut pas la peine d'avoir une direction de communication, mais en fait, c'est lui qui, au regard de la politique qu'il a et de ce qu'il veut atteindre comme objectif et de ce qu'il veut donner comme temps, il pourra choisir. Mais toujours est-il qu'il sera aussi dans une logique de se dire qu'il y a des gens qui ont cru en ce que j'ai fait, avec qui je peux construire, parce que c'est très facile de construire avec des gens qui ont cru en toi et qui ont accompagné une vision. Vous avez choisi la posture d'une personne qui préfère rester taciturne. Pendant ce temps, il y a Matata qui fait des bruits dans les médias, il force la main du chef de l'État avec ses compétences. Nous savons, c'est lui qui a maîtrisé les taux pendant beaucoup d'années. C'est du vent. Pensez-vous qu'il a aujourd'hui le profil d'être Premier ministre ou de revenir Premier ministre de ce pays? Je suis tenté de rire quand vous dites que nous sommes restés taciturnes et que c'est très bon. Il y a deux courants politiques. Une fois, je suivais, je crois à l'époque, ça fait plus de 15 ans ou 10 ans, je crois que c'était le ministre Lambert Mende. Quelqu'un qui rapportait, qui a dit clairement qu'un politique doit afficher ses ambitions. Au moins, ça doit être connu. Même quand tu rencontres une autorité, tu dois lui dire « moi, j'aspire à ça ». Voilà. Ça veut dire que dans ce cas de figure, moi, Eugène, je viendrai, je dis « non, il y a 4 domaines dans lesquels je peux être à l'aise. Il y a plusieurs couloirs sur ces domaines. Si, par exemple, il y a un espace sur les domaines de la communication, donc, il y a plusieurs choses là-bas, que ce soit média, que ce soit, je ne sais pas moi, devenir DG à la RTNC, que ce soit, je ne sais pas moi, devenir membre de l'équipe de communication. Et puis, il y a le domaine de l'entrepreneuriat dans lequel j'ai nagé depuis plusieurs temps. Je travaille pour le Fonds national de microfinance. J'ai accompagné les jeunes dans l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur moi-même. J'ai édité des livres des autres entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs, notamment par exemple Andy Bemba qui parle de l'entrepreneuriat d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons édité, nous avons préfacé ça. Et par conséquent, ça veut dire que tout ce qui est comme plage dans l'entrepreneuriat, il y a des agences. Il y a FOGEC, il y a ANADEC, il y a le ministère de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises. Il y a plusieurs choses dans lesquelles on peut être à l'aise. Il y a un autre domaine, ça peut être le domaine de la jeunesse, où nous avons, sans fausse modestie, ce profil qui peut répondre aux besoins de la jeunesse et faire un trait d'union entre le jeune de la politique, ceux de la société civile, et répondre aux besoins qui a manqué depuis plusieurs temps autour du ministère de la Jeunesse, par exemple. Ça, c'est une école où quelqu'un met en valeur ce qu'il a comme atout. J'ai oublié de parler du domaine culturel où on est en plein dedans en tant qu'opérateur culturel, en tant qu'écrivain, c'est de l'art et on comprend mieux la politique culturelle et on peut répondre à ça. Ça veut dire que quand tu as un profil, tu devrais savoir à quoi tu peux répondre exactement. Mais ce courant dit que tu dois le dire, comme je l'ai dit ici. Maintenant, il y a un autre courant, pas taciturne, mais le courant de la modestie, le courant de la pudeur, qui veut que, un peu comme disait Werason, ceux qui n'ont pas bengio, t'es qu'on a pressé à qu'on m'a présenté. Donc tu restes, tu fais profil bas, tu laisses contenir des niches. Bon, c'est vrai que malheureusement, on n'est pas trop dans ce pays, dans un système où on fait des chasseurs de têtes, où on peut se dire que sans que les gens se soient trop prononcés, on peut aller fouiner, se dire, parce que nous voulons réussir ce quinquennat du chef de l'État, parce que nous voulons du sang neuf, est-ce qu'on peut piocher
de meilleurs profils, qui ont une probité morale, mais qui aussi peuvent effectivement incarner une sorte d'espoir et on va piocher. C'est deux courants. Bon, Matata a plaidé pour le premier courant, celui de se vendre, ce qui n'est pas mauvais, mais ça paraît assez prétentieux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas battre campagne en tant que membre de l'opposition et dire tout le mal du président et attendre que ce président-là te nomme Premier ministre, même, mon Dieu. Et prétendre que tu es les meilleurs de 100 millions de Congolais à ces postes-là. Il l'a prouvé. Non, c'est très prétentieux. Il a prouvé en donnant de l'emploi à combien de personnes, en amenant combien de gens à l'école, alors que la Constitution parlait de la gratuité, en réalisant quelle gratuité de l'école. On peut citer beaucoup de projets qui sont restés des éléphants blancs. Et c'est même insulter les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui est poursuivi par la justice dans un dossier où il fait tout pour éviter d'aller répondre. Et pourtant, l'honnêteté, et il parle souvent de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance serait de confronter les gens. Si moi, on m'accuse injustement, la meilleure des choses pour faire, pour me laver, parce que j'ai aussi un honneur à défendre, c'est d'aller devant cette justice pour qu'une fois pour toutes, je sois lavé. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les fois, il a essayé de fuir, et même sa candidature à la présidence, c'était en fait une façon de fuir le procès. Parce qu'après, on a vu qu'il a été le premier à jeter l'éponge et à soutenir Katumbi. Parce que c'était des aventures. Moi, des fois, j'ai pitié des jeunes gens qui suivent des gens comme ça. Ils parlent souvent de leadership dont il n'a ni profondeur. Parce qu'en fait, c'est des choses où vous avez été configurés comme de perroquets pour ressasser des choses. Leadership, gouvernance, leadership. Vous avez accumulé des concepts de la Banque mondiale, de trucs, mais que vous ne pouvez pas produire par vous-même. Parce que dans ma peau d'expert sur les questions de leadership, de fois, je suis très saigné, très peiné de voir certaines personnes. Sans prétention, moi, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de leadership, que je forme, que j'écris des livres sur le leadership. Mon tout dernier, c'est Leadership transformationnel, Sens et Essence, que je recommande que monsieur puisse lire. Parce que deux fois, on parle de leadership comme un concept sophistiqué, comme un concept dont il est dépositaire. Mais que dans le fait, il ne fait pas montre de leadership. Parce que je peux vous opposer au fait. Ouais. Il a stabilisé les taux d'échange entre 2012 et 2016. Matata Mponyo. Vas-y. D'ailleurs, de par son habillement, il a une chemise où il écrit 92. On l'a tous vécu. Vas-y, vas-y. Matata Mponyo, c'est lui qui a ramené la bancarisation. Ouais, vas-y. Matata Mponyo, si aujourd'hui on se vante un tout petit peu qu'on a Transco à l'intérieur du pays, c'est puisqu'il a commencé à Kinshasa. Est-ce que ces faits-là ne suffisent pas pour qu'il soit maître de ces leaderships-là? Est-ce que tu sais, voilà, je vais commencer par le dernier fait. Est-ce que tu sais, si tu as grandi ici à Kinshasa, que Sotraz existait? Est-ce que c'est Matata qui avait mis Sotraz? Donc, l'histoire des bus, l'histoire du transport n'est pas créée par Matata. Et je connais même les concepteurs de ces projets parce qu'il y a des gens, il y a des cabinets qui travaillent, qui proposent des structures ou de projets au gouvernement. Tu sautes sur ça et ça s'est fait parce que tu es Premier ministre et tu t'en vantes partout comme si c'était une idée de génie. Est-ce que ça a résolu les problèmes? Parce qu'aujourd'hui, en partant, il a laissé combien de bus en bon état, combien de bus desservaient? Il y avait toujours le problème des transports, il y avait toujours des trucs. Il ne faut pas se vanter sur des choses qui n'ont pas porté de fruits au vrai sens du mot. Et surtout, construire sans terminer, c'est détruire. Quand on commence quelque chose pour pomper et tirer l'argent des caisses de l'État et justifier quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on a été le meilleur. Si je t'ai parlé de Transco, ce n'est pas en fait une trouvaille extraordinaire. Kimbuta dirait aussi qu'il avait amené Transkin. Donc il est le meilleur génie, ramenons alors Kimbuta comme gouverneur parce qu'il avait amené Transkin ici. Donc il faudrait qu'à un moment donné, qu'on soit sérieux. Si en fait, parce que quelqu'un, c'est un peu comme pendant la période des élections, quelqu'un qui disait « j'ai payé le transport à X, j'ai pris X dans mon jet, voilà pourquoi je dois devenir président de la République ». Ne soyons pas dans des choses simplistes. Le Congo, en fait, est un pays que nous devons prendre au sérieux. Alors, au sérieux. Messieurs est dans un dossier, je rappelle, où on doit, parce que les peuples congolais a faim. Tu peux beau stabiliser, je ne sais pas moi, le taux était à 92, mais les gens étaient affamés. Les gens n'avaient pas de quoi aller acheter de choses à ce moins cher-là. Parce que c'est ça aussi la réalité. Aujourd'hui, par exemple,
c'est vrai qu'on ne va pas dédouaner, que ce soit le vice-ministre, le vice-premier ministre chargé de l'économie, voilà, donc des gens qu'on nous a toujours présentés comme des illuminés, des gens les plus intelligents qui vont changer les choses par baguette magique. Les taux ne changent pas, les taux est en train de bouger à tout point de vue. Mais en réalité, on ne devrait pas gérer la République comme seulement des statistiques à faire. Du genre, parce qu'on nous avait appris 1 + 1 = 2 à l'école, on doit vérifier si on a atteint ça. C'est ça, en fait, la gestion des Matata. Donc, chercher à vérifier les notions apprises dans le cours de l'économie avec, en fait, les chiffres. Alors que la réalité, c'est autre chose. La gouvernance consiste à rencontrer les besoins des humains et leur donner satisfaction dans le manger, dans leur bien-être, dans leur sécurité. Et ça, il ne l'a pas fait. Pendant que ce taux était à 92, quelle a été la vie, en fait, des Congolais? C'est ça les questions qu'on peut poser. La bancarisation a servi pour lui d'empocher et d'empêcher les autres. C'est de l'égoïsme. Parce que la bancarisation n'a pas servi à ramener. Aujourd'hui, l'IGF existait à l'époque où il existait. Personne ne les contrôlait, lui. Il bancarise pour empêcher aux autres d'avoir des circuits où ils peuvent avoir de l'argent, mais qu'il soit lui seul à avoir. Il crée des entreprises où il est en même temps actionnaire, ou soit ce sont des membres de la famille qui sont actionnaires. Arrêtons d'insulter les Congos. Il doit d'abord répondre au procès Boukangalonze. Quand il sera lavé, on dira que c'est une bonne personne, parce que le projet Boukangalonze, c'est 290 millions de dollars qui sont partis. Qui doit justifier? C'est ça la gouvernance. Puisque quand après, tu prends un parti politique, il y a eu un premier ministre. Non. Après Matata, il y a eu un premier ministre. Les contrats ont été signés par des entreprises dont lui-même avait des appétences. Il n'y a pas eu appel d'offres. Étaient disséminés différents points de vente des maïs Boukangalonze, notamment à Banda, la Lupin et tout. Pourquoi seulement Matata, pas ceux qui l'ont succédé? Non. Parce que ceux qui l'ont succédé, n'ont pas signé un contrat. C'est lui qui a signé le contrat avec les Sud-Africains, c'est lui qui a signé. Donc le problème n'est pas les maïs étaient restés où, mais c'est d'abord, on a surfacturé les engins. Ce n'est pas ceux qui sont venus. Et des engins qu'on trouve au point mort. Vous comprenez? Il y a des Congolais intelligents qui ont les compétences, mais qui ont aussi une probité morale et qui ne sont pas des menteurs. Parce que si on doit prendre des gens qui s'autosatisfait eux-mêmes, alors que dans le plébiscite de l'imaginaire collectif, c'est la plus grosse déception. C'est la plus grosse déception. Si encore il avait aidé le chef, vous savez, il y a des choses sur lesquelles on peut faire tabou. Vous comprenez? Parce que c'est la géopolitique. Je prends l'exemple, je l'ai dit toujours, Boussanyamouissi, Bahati, Kamere, qu'on les aime, qu'on les aime pas, dans une certaine mesure, ils ont apporté quelque chose au chef de l'État. Ça, c'est un. Qu'ils soient compétents ou pas, nous avons une culture paroissiale dans ce pays. Il y a des populations qui, quand ils ne voient pas leur leader, ça veut dire que le pays ne marche pas. On l'a vu ici. Vous comprenez? Il y a une culture paroissiale où certaines personnes sont comme des petits dieux dans leur environnement. Et la quiétude sociale, la géopolitique, même si on met 5 personnes, les Nandés ne vont pas être très contents s'ils ne voient pas Boussanyamouissi. Il y a des cas comme ça, vous comprenez? Et ces gens-là, dans leur fief, ils ont participé à l'élection du chef de l'État. Mais toi, tu n'as pas participé à l'élection du chef de l'État, tu n'es pas les plus intelligents, tu n'es pas les plus propres en termes de main. Et puis tu veux réclamer que tu envoies tes lieutenants dans des... Je vous cite un fait qui a bénéficié à tous les Congolais, puisque vous envoyez... Et on peut avoir mal. Moi, personnellement, je me dis, on pouvait avoir mieux comme peut-être ministre de l'économie. Mais certaines réalités nous conditionnent à dire, bon, dans ces contextes ici, pour ne pas... Donc, Kamere doit être là, Boussanyamouissi doit être là, X doit être là, tu dois avoir telle part, même si dans l'opinion, on sait que c'est du vieux. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Mais papa, c'est quoi la plus-value? Donc toi, tu attends qu'on fasse le travail pour toi, alors que tu n'es pas le plus compétent, alors que tu n'es pas le plus honnête, tu n'es pas le plus propre, mais en même temps, tu veux venir... Et puis, quelle prétention? Tu n'as qu'un seul siège, et c'est ton siège. C'est le meilleur élu, attention. Non, il faut arrêter. Tu n'as qu'un seul siège, et puis, boum, tu veux... On a connu des meilleurs élus. Hein.
En 2006, on a connu Adam Bombole ici. Hein. On a connu truc, c'est pas la première fois. Donc ça ne veut pas dire que comme il était meilleur élu de Kinshasa, aujourd'hui, où est Adam Bombole? On a connu Ndeko Basile, meilleur élu à Kinshasa ici. Aujourd'hui, il peine, il est allé en province pour se faire élire, ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas une entité statique, ce n'est pas une situation qui fait de toi, en fait, la meilleure personne. Parce que les raisons pour lesquelles on élit les gens sont des fois compliquées. Il y a des gens, on a vu la présidente d'un bureau d'âge dans une province. Elle peut être réellement élue et très élue. Comme un député de Mbujimaï, qui, bon, il dormait au Parlement, il a été gouverneur, il a été pire de gouverneur, mais il a été sérieusement élu. Alors, ce n'est pas parce qu'il a été sérieusement élu que, bon, le chef de l'État peut dire que non, bon, voilà, Maouéja devient Premier ministre. C'est le cas de le dire. Être élu et avoir de compétences, l'honnêteté, la probité morale, de gérer des choses, c'est autre chose. Et d'avoir contribué, parce qu'en principe, ce sont les gens qui travaillent pour une victoire, qui sont les premiers à être servis. C'est ça la politique. Tu ne peux pas... Pourquoi? Quel est en fait? Il oppose quoi? Parce que je t'ai démontré que compétences, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas terrible et terrible en termes de compétences. C'est beaucoup plus du brouhaha, d'un maquillage, de trucs et du robot. J'allais dire robotique, mais ce n'est pas la robotique. Mais en fait, être conditionné à ressasser des concepts que tu as appris. Et aujourd'hui, un intellectuel éclairé ne devait plus être complexé des concepts de la Banque mondiale, de FMI, parce qu'avec toutes les révélations qu'on est en train de voir au travers le monde, on sait que tout ce qu'ils disent, en fait, en réalité, ce n'est même pas ça, la vraie, comment je peux dire, la vraie lumière, ce qui vient de la Banque mondiale. En fait, c'est des conditionnements. Alors, être bon élève, qui ressasse ce genre de choses, ne fait pas toi les meilleurs. Dernière question, je vous oppose à la déclaration des communicateurs de son parti politique. Ils disent Matata sans l'appel de la République. Ah, grâce à lui, les M23 ont été défaits en 2013. Et puisque la situation devient de plus en plus pire, c'est comme ça que Matata a senti cet appel-là pour aider le chef de l'État. Ça me fait rire, en fait. Matata n'a jamais... Matata, autant que le Premier ministre sortant, n'ont jamais été de Premier ministre politique. Le Premier ministre actuel, c'est un administratif. Il est très moins dans les questions politiques. Autant Matata s'agrippait sur ces chiffres de la Banque mondiale et des FMI. Il ne faut même pas conseilleur. Il n'a pas une trempe politique d'aller affronter des choses. Maintenant, je vais rentrer sur cette histoire. Est-ce que c'est... L'histoire a démontré que c'était en fait carrément du pipeau, cette histoire de M23 qui a été défait en 2013. On a montré qu'il y avait eu beaucoup de dessous des cartes. Et ce n'est pas lui, c'est Kabila directement. Et il n'était même pas associé à beaucoup de choses sensibles au niveau de négociation. C'était un Premier ministre pour répondre aux besoins de ce qu'il avait appris à l'école. On lui a appris que racine carrée de ceci, ça fait quoi? Il veut vérifier ça sur des chiffres alors que les gens sont affamés, alors qu'il n'y a rien. On lui a appris que axiome d'Euclide, par un point donné du plan, passe une droite et une seule parallèle à une autre. Il veut vérifier ça. C'est ça la gouvernance de Matata. Il n'a pas été politique, il n'a pas été... En fait, on l'a vu avec... Quand on a refoulé les Congolais des Brazza à l'époque. Il est allé après 3 jours, alors que les gens en parlaient. On l'a vu à Beach, au Beach, en train de sourire pour recevoir le truc. Donc, il y a des questions sur lesquelles il n'était pas. Alors, pour rentrer, les gens déforment l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État dit dans son discours qu'il veut avoir une opposition constructive. Il appelle à tout. Il fait appel à tous les acteurs, ceux qui étaient candidats présidents, tout ça, de jouer leur rôle parce qu'il veut, lui-même fera le suivi, de voir que la loi sur l'opposition et les choses sont bien faites. On n'a pas appelé Matata à devenir Premier ministre. D'où vient cette hallucination? On ne l'a pas appelé. Le chef de l'État n'a pas dit que j'appelle les opposants pour qu'ils deviennent Premier ministre et qu'on travaille avec eux. Il a clairement dit que tous les Congolais soient au travail et que chacun a sa place. Chacun a sa place, on ne l'a pas appelé. Et ce n'est pas lui qui va faire partie du M23, à moins qu'il soit aussi l'un des leurs. Parce que souvent, on a vu des politiciens qui sont des mèches avec le M23. Ils disent, s'ils viennent au pouvoir, ça va passer parce qu'ils savent qu'ils sont membres.
Donc, il faudrait qu'on fasse attention avec ce genre de choses. Et donc, on ne l'a pas appelé. Je suis très, très étonné de voir comment il se présente lui-même. Qu'il aille d'abord au procès. Après son procès, tous les Congolais verront que c'est un gars qui est correct parce que le procès l'a blanchi. Et puis après, s'il veut entrer dans la majorité, il doit se faire humble, passer par des processus. Tu ne viens pas passer les Bemba, le Kabouya, les Kamere, les Bahati, les autres, et tu nous dis que tu es le Congolais le plus éclairé. Et puis après, le chef d'État n'a pas besoin de ça. Quand le chef d'État a nommé Sama, personne n'a vu venir ça. Sama Lukonde. Personne n'a vu venir. Mais il a bien accompli. Et les chiffres, parce qu'ils sont amoureux de chiffres. Le budget de Sama, comparativement au budget de Matata, avec sa bancarisation, avec tout ce que vous racontez là, avec le taux, truc, il n'y a pas match. Il y a un certain nombre de choses qui se sont faites. Des infrastructures qui se sont faites et qu'on ne peut même pas comparer aujourd'hui, bien qu'administratif, moins politique et pas très dans une dynamique d'amener une adhésion populaire. Il y a un bilan avec mieux éloquent avec Sama Lukonde qu'avec Matata. Sama n'a pas peut-être maîtrisé le truc parce que tout le monde veut toujours tirer le drap de son côté. Quand l'État est stabilisé, c'est le ministre du budget ou bien c'est le Premier ministre? C'est le ministre de l'économie ou bien c'est tout. Tu vois, ils sont alors, dans un gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre. Du coup, chacun va chercher à s'attribuer. Le monde sait, et ça on ne peut pas le tromper, que Matata c'est ce Premier ministre qui a eu plusieurs projets, plusieurs bénéfices, mais qui a gâché, qui n'a rien fait pour l'intérêt commun, mais qui a plus fait pour ses intérêts individuels. Et les Congolais sont éloquents avec cette petite blague de planter les maïs à Bukangalonzo et récolter l'université à Kindu, l'université privée, alors qu'ils n'avaient même pas réflexionné. Moi, en cette période, c'était à cette période, je suis allé à Lubumbashi, j'ai vu l'antichambre du bureau du recteur, les plafonds troués. Vous comprenez? Mais vous avez vu comment les hommes de l'UNIKIN ont été réfectionnés? Est-ce que c'est avec un taux des trucs de 92? Est-ce qu'on l'a fait avec la bancarisation de trucs? Soyons sérieux. Arrêtons avec les pompages des termes, de concepts qui en réalité sont en déphasage avec ce que les gens vivent. Les gens ont besoin d'avoir un sourire. Les gens ont besoin d'avoir plus d'accès à des choses. Les gens ont besoin, la population a besoin d'avoir de l'emploi. La population a besoin d'une économie diversifiée. La population a besoin d'étudier dans de bonnes conditions. Pendant que Matata était là, les universités congolaises, dans le top 100 des meilleures universités au Congo, en Afrique, parmi les 100 meilleurs, il n'y avait aucune université congolaise. Lui, c'est un universitaire. Il se prévaut d'être un leader. Un leader, c'est celui qui pense. L'éducation, c'est la clé. Si un leader ne met pas un accent au cœur de tout sur l'éducation, ça veut dire qu'il veut tuer son pays, il veut être le seul illuminé. Or, nous avons besoin des premiers ministres qui veulent créer d'autres premiers ministres futurs et d'autres personnes qui pourront répondre aux besoins. Si tu veux être le seul éclairé, sont les autres, ça veut dire que tu ne mérites pas d'être les leaders des autres. Le leadership, c'est la capacité de créer d'autres leaders, de le propulser, pas de créer d'autres égoïstes avec lesquels vous allez dans une sorte de clique, comme si c'était une loge, bouffer l'argent de la République entre vous. Et donc, pour cela, que monsieur se calme, il est déjà au Parlement, qu'il prie Dieu que ça ne se passe pas de manière à ce que ces immunités soient une fois de plus levées pour qu'ils répondent au truc. Il sait qu'il s'est précipité d'aller dès qu'il a appris qu'il avait fait devoir. Il a même oublié son allié Katumbi. Ça, c'est être moins sérieux en fait. Donc, on change des caps. Il a couru vite parce que Akeba Tamamboula. Mais il ne faut pas être autant prétentieux. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir, monsieur Jeune Kandolo. Plaisir partagé. L'inarrêtable. Voilà. Mais la CENI nous a arrêtés. Madame, monsieur, merci beaucoup. La brèche reste ouverte. Et merci à toutes les chaînes partenaires qui nous accompagnent.